Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Salut. Écoute, hier, j'ai parlé avec mon fils de 20 ans qui me parlait des extraterrestres, des grandes questions sur le sens de la vie, le sens de la provenance de l'humanité. Puis, c'était vraiment intéressant. Et il y a comme une absence de discussion comme ça dans le système éducatif, tu sais, sur sortir les adolescents de leur univers immédiat, puis peut-être les ouvrir à d'autres réflexions. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on regarde dans le milieu de l'éducation, on avait la religion. La religion était une ouverture un peu, c'était une sorte de voie spirituelle sur un monde qui nous était un peu impalpable. Et à partir du moment où on a quitté la religion, on n'a pas eu un autre accès vers une information qualitative, mais vers d'autres, sur des questions à la fois existentielles, un peu spirituelles, sans parler de religion. Là, je parle de spiritualité. Il y a le cours de culture et éthique et culture religieuse. On est quand même un peu éloigné de ça. Et là, ces grandes questions-là existentielles qui s'inscrivent en fait dans une sorte de démarche scientifique, parce que bon, évidemment, quand on parle, tu me parlais, bon, ton fils, les dimensions, tout ça. On sait aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de la physique quantique, des grands cerveaux, hein, des génies, les nouveaux Albert Einstein. Je pense, par exemple, à Michio Kaku, dont j'ai souvent parlé ici à l'émission. Ces gens-là arrivent à faire des modèles théoriques où on parle d'univers à 12 dimensions. Alors que nous, on vit dans un monde à 3 ou 4 dimensions, si on inclut le temps. Puis bien juste quand on force. Et bien juste. Et c'est difficile de concevoir même cet univers-là à 4 dimensions, incluant le temps. Ça devient un peu difficile pour des esprits très cartésiens, très rationnels, d'imaginer à quoi pourrait ressembler un monde à 5, 6 ou 7 dimensions. Et pourtant, ce sont des questions qui sont complètement éclipsées de l'éducation. Qu'est-ce que nous réserve la science? Quelles sont les nouvelles visions que le monde nous offre sur cet univers qui nous entoure? Toutes ces grandes questions-là ont été éclipsées. D'amener les jeunes à se projeter dans l'avenir, puis à penser à autre chose que leur rue ou leur Internet ou leur réseau social. Oui, je me rappelle, j'avais fait une entrevue à un moment donné avec Michio Kaku et on parlait de cette question-là. Tu sais, lorsque l'on parle des ovnis, et je n'aborde que cette question-là sur le plan théorique, lorsqu'on parle des ovnis, par exemple, souvent, les grands arguments proposés par la communauté scientifique, c'est de dire les extraterrestres ne pourraient pas visiter l'univers comme on l'imagine dans la dynamique ovni, c'est-à-dire partir d'une étoile à une autre. Pourquoi? Parce que les distances entre les étoiles sont beaucoup trop grandes. Hein? L'étoile la plus proche de nous, Alpha du Centaure, est à 4 années-lumière. Ça veut dire que la lumière prend 4 ans avant de nous parvenir. La lumière se déplace à 300 000 km à la seconde. Alors tu t'imagines l'engin qu'il faudrait construire et à quelle vitesse pour faire un tel voyage. Et là, on parle même pas d'étoiles qui sont susceptibles d'abriter des formes de vie. Pour trouver des étoiles qui sont susceptibles d'avoir des planètes avec des formes de vie, il faut reculer vers des étoiles qui sont situées à 8 ou 10 années-lumière. Alors même en voyageant à la vitesse de la lumière, un voyageur mettrait 10 ans pour arriver ici et 10 ans pour retourner chez lui. Donc, c'est des distances tellement astronomiques que l'idée de tel voyage semble impossible. Et pourtant, lorsque je discutais avec Michio Kaku de cette question-là, il me disait lui-même, tout ça est une absurdité. Les scientifiques qui évoquent ces distances-là pour parler de la non-possibilité des extraterrestres ou des visites extraterrestres, c'est tout à fait absurde. Parce qu'on est une civilisation de type zéro. Donc, on ne contrôle même pas notre environnement, on a encore du carburant fossile. Alors, on imagine à quoi pourrait ressembler une civilisation qui aurait 10, 20 ou 100 000 ans d'avance sur nous. C'est impossible d'imaginer ça. Donc, ces arguments-là, c'est comme des arguments que nous proposerait une fourmi pour dire on ne peut pas construire une autoroute. Donc, c'est complètement absurde. Donc, ces arguments-là ne tiennent pas la route. Et je ne favorise pas ici dans ce discours-là l'idée qu'on est visité par des extraterrestres. Je dis que les arguments que nous proposent les physiciens ou les astrophysiciens aujourd'hui, notamment en évoquant ces distances entre les étoiles, ça ne tient pas la route, puisqu'on ne sait pas à quoi peut ressembler une civilisation qui aurait 100 000 ans d'avance sur nous. Je me sens comme quelqu'un, comme un homme des cavernes. Ah ouais, absolument. Et on est un peu des hommes des cavernes. Ouais. Parle-moi donc d'Area 51. Oui, bon, puisqu'on est dans la question des ovnis, allons-y. Tu sais que lorsque l'on parle des complots associés aux ovnis, la zone 51 est souvent, c'est le saint graal des amateurs de complot là, dans le domaine des ovnis. Bon, qu'est-ce que c'est que cette zone 51? On en a souvent parlé à l'émission. C'est une zone militarisée qui se trouve au nord-ouest de Las Vegas et elle n'est connue que sous le vocable de zone 51 parce que sur les anciennes cartes du ministère de l'Énergie, cette zone-là c'était la zone numérotée 51. Donc, on l'appelle zone 51. On sait maintenant qu'il y a dans ce secteur-là de la zone 51 une base militarisée qui se trouve sur les bords d'un lac asséché, le lac de Groom Lake. Et cette base-là n'a jamais eu, ou jusqu'à tout récemment, n'avait aucune reconnaissance officielle. Le gouvernement disait, cette base-là n'existe pas. Et pourtant, on parle ici d'une base qui est à peine plus petite
que l'État du Connecticut, 3 fois plus grande que le Rhode Island. Donc, tu vois la dimension de cette base-là et on refusait de reconnaître l'existence de cette base-là. Et bien sûr, elle a ouvert la porte à toutes sortes de spéculations. Et en particulier, on connaissait un peu son histoire. Là, si on fouillait un peu, on apprenait assez rapidement que la base avait été utilisée dans les années 40 pour l'entraînement militaire. Elle avait été abandonnée pendant plusieurs années, réouverte dans les années 50 suite à un mandat de la CIA pour construire des avions espions. C'est de là qu'on a construit le fameux avion espion U-2 qui a servi aux premières missions d'espionnage en URSS et à Cuba. Et ensuite, on y a développé d'autres appareils, le SR-71 Blackbird ou le F-117A Stealth Fighter. Donc, on savait que cette base-là était une base importante dans le développement avionique. Maintenant, qu'est-ce qu'on y faisait? Alors là, vraiment, on tombait dans l'aspect de la conspiration. On avait des amateurs d'ovnis, en particulier des élucubrations venues d'un type qui s'appelle Robert Lazar. Donc, pour faire un résumé assez rapide, dans les années 80, ce type-là apparaît venu de nulle part, Robert Lazar, et donne une entrevue. Il dit, voilà, j'ai travaillé dans cette fameuse base de la zone 51. J'étais ingénieur et mon travail consistait à prendre des soucoupes volantes qui avaient été récupérées par le gouvernement américain, les débâtir littéralement et de faire ce qu'on appelait du reverse engineering, donc voir comment ces appareils-là fonctionnaient pour pouvoir appliquer cette technologie extraterrestre sur des appareils de développement de l'armée américaine. On sait aujourd'hui que tout ça est de la foutaise. On a fait des enquêtes. Bob Lazar n'a jamais été ingénieur. Bob Lazar n'a jamais travaillé à la base 51. Donc, tout ça était de la rumeur et de l'exploitation. Est-ce qu'on l'a pris au sérieux? Oui, pendant des années. Et en fait, on l'a tellement pris au sérieux, Benoît, il y a une anecdote assez amusante. À partir du moment où Lazar a lancé ce canard qu'on avait des soucoupes volantes dans la base de Groom Lake, des amateurs d'ovnis se réunissaient sur une petite montagne qui s'appelait Freedom Ridge, qui donnait accès en duo de Freedom Ridge. On pouvait voir la base de la zone 51, même si elle était à quelques kilomètres, avec une bonne paire de jumelles, on pouvait un peu surveiller les activités qui s'y passaient. En fait, il y avait tellement de gens qui se réunissaient sur le Freedom Ridge que, éventuellement, le gouvernement américain a dû acheter la chaîne de montagne pour tenir au loin les curieux. Parce que on ne voulait pas cacher des soucoupes volantes, mais évidemment, une base militaire secrète, ça doit rester secret. Donc, tu vois un peu, on a ce contexte-là, à quoi servait cette base, et en fait, ce mythe de la présence des extraterrestres est tellement grand que le mois prochain va sortir sur nos écrans le dernier film de Steven Spielberg, qui s'appelle, je pense, c'est 16 mm ou quelque chose comme ça, et c'est un film, Super 8, excuse-moi, et ce film-là tourne autour de ce mythe des extraterrestres à la base d'Area 51. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Ça va marcher. On aime ça. Mais pourquoi aujourd'hui on en reparle? Parce qu'il y a 2 semaines à peu près, il y a une journaliste d'enquête, un peu une sorte de Norman Lester américaine, parce que je dis Norman Lester, elle s'occupe surtout de tous les aspects gouvernementaux, la CIA, les services secrets, les missions d'espionnage, un peu comme Lester le fait ici. Et elle est notamment grande reporter pour le Los Angeles Time Magazine. Et elle vient de publier un ouvrage qui s'appelle Zone 51, l'histoire non censurée de la plus mystérieuse, la plus secrète base militaire américaine. Et dans cet ouvrage, pour la première fois, là, on a une journaliste qui parle de la zone 51, mais qui cite des sources. Ce n'est plus l'homme qui a vu l'ours. Cette journaliste, Annie Jacobson, a parlé avec ses sources d'informations. On parle ici de plus de 70 personnes, dont une trentaine ont vécu, travaillé à la base de la zone 51. Et ces gens-là parlent ouvertement de ce qui se passe et de ce qui s'est passé depuis des années. Alors, qu'est-ce que nous révèle Mme Jacobson à propos de cette base de la zone 51. D'abord, c'est une base qui, comme on dit, a servi beaucoup au développement d'avions secrets, dont le SR-71, l'avion espion, l'avion espion 2, le U-2, le SR-71, le F-117A. Mais il nous dit également que cette base-là a aussi été utilisée pour faire de l'expérience sur des bombes atomiques. On y a fait d'ailleurs détonner la plus importante bombe atmosphérique de toute l'histoire des États-Unis. Quand je dis bombe atmosphérique, c'est donc une bombe qu'on largue d'un avion et qui va exploser dans la haute atmosphère. Et là, on regarde les retombées de cette bombe-là. Donc, c'est tu sais et on nous dit qu'en 1963, le gouvernement américain a passé une entente pour empêcher la détonation de bombes atmosphériques à cause des dangers que ça représentait. Mais apparemment, toujours selon Mme Jacobson, les représentants ou les responsables de la zone 51 ont passé un peu outre cette réglementation et même durant les années 60, après le vote de cette loi-là, on a continué à faire détonner des bombes dans l'atmosphère au-dessus de la zone 51. On apprend également, toujours dans l'ouvrage de Mme Jacobson, qu'on y a utilisé la base de la zone 51 pour développer des rampes de missiles qui, théoriquement, devaient passer par l'espace
pour frapper les Russes. Donc, on ne parle plus ici de missiles intercontinentaux, mais bel et bien de missiles spatiaux. Donc, des missiles qui auraient eu une si longue portée qu'ils auraient été placés en orbite et avant de retomber en URSS. Donc, presque, c'était une guerre des étoiles, déjà qu'on imaginait dans les années 60. Et évidemment, quand on parle de la base de la zone 51, on a posé à Mme Jacobson, qu'en est-il de ce lien avec les extraterrestres? On va avoir la réponse après cette pause. OK. Vous écoutez du Trisac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Donc, Christian Page, Mme Jacobson a réagi. Oui, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il y a un lien réel entre les soucoupes volantes et la base de la zone 51, toujours citant des sources, citant ses sources et ses informateurs, Mme Jacobson dit en fait que ce lien-là, il existe. Mais ce n'est pas des extraterrestres. En fait, il est plutôt lié à la guerre froide. Mme Jacobson, mais faut dire que les histoires que raconte Mme Jacobson, même si elles n'incluent pas des extraterrestres, certaines de ces histoires, je l'avoue, me semblent tout à fait tirées par les cheveux. Ah oui. Et ça en est un bon exemple. Lorsqu'on lui a demandé quel est ce lien avec les soucoupes volantes, elle raconte qu'un de ses informateurs lui a révéler la chose suivante, c'est qu'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, les Soviétiques auraient récupéré des engins en forme de disque, des soucoupes volantes, qui avaient été apparemment développés du côté de l'Allemagne par deux scientifiques, deux ingénieurs allemands, les frères Horten, Reimer et Walter Horten. Donc, l'URSS récupère ces fameuses soucoupes soviétiques. Et là, apparemment que Joseph Staline... Ces soucoupes allemandes. Les et des soucoupes allemandes. Ouais. Donc, on les ramène en URSS. Et apparemment que Joseph Staline avait toujours été fasciné par la façon dont les Américains avaient réagi à la fameuse émission de Orson Welles, La guerre des mondes, laquelle avait été diffusée le soir de l'Halloween en 1938. Et on le sait, les gens avaient un peu paniqué avec l'idée qu'on était envahi par des Martiens. Et Staline aurait dit à ce moment-là qu'avec les extraterrestres, les Américains pourraient facilement tomber dans le panneau et rien de mieux que de créer une hystérie collective de la sorte. Alors apparemment, toujours selon les informateurs de Mme Jacobson, après avoir récupéré ces fameuses soucoupes allemandes et les avoir ramenées en URSS, Joseph Staline aurait embauché nul autre que Joseph Mengele. Donc, je ne sais pas si ce nom-là te sonne une cloche. Mengele, c'est le médecin fou du camp de concentration d'Auschwitz. On le disait obsédé par les jumeaux. Et il aurait fait toutes sortes d'expériences génétiques ou d'expériences biologiques. On sait à froid, ouais. Et on sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a perdu un peu sa trace. On le retrouve dans les années 60. Il est au Brésil et apparemment, il est mort noyé sur une plage à Ambu au Brésil sous le nom d'emprunt de Wolfgang Gerhardt. Il avait emprunté un faux nom. Donc, Mengele meurt de cette façon-là. Donc, on en revient à notre histoire de la zone 51. J'aime bien ton accent néo-nazi. Oui, j'ai pas... Gerhardt. Merci. Donc, Staline aurait embauché ce Mengele qui était en fuite pour modifier les traits physiques de jeunes adolescents pour leur donner une allure d'extraterrestre. Ah, c'est un fou. Ces individus-là auraient été placés, ces adolescents auraient été placés dans une de ces soucoupes téléguidées allemandes et la soucoupe aurait été envoyée au-dessus des États-Unis où elle se serait écrasée et ainsi, elle se serait écrasée évidemment à Roswell en juillet 1947 et ainsi le mythe était né. Donc la soucoupe récupérée à Roswell et les créatures qui étaient à bord ne venaient pas d'une autre planète mais venaient de l'URSS. La soucoupe était allemande avec à l'intérieur des adolescents modifiés sous le scalpel du docteur Mengele, mort au Brésil, je le rappelle, sous le nom de Wolfgang Gerhardt. Donc, tu le vois, cette histoire semble tout à fait tirée par les cheveux. Et je me demande, en bout de ligne, qu'est-ce que je préfère? Les extraterrestres revenus de Betelgeuse ou les adolescents modifiés venus du RSS? Laisse-moi réfléchir. L'espion venait du froid, dit-on. Bon, ça, c'est réglé. On n'en parle plus. OK. Hey, on peut pas passer une semaine. Surtout, moi, c'est ma dernière. Ouais. Je pars en vacances vendredi. Chupacabra, il y a un nouveau Chupacabra. Ben oui, voilà. Donc, depuis le début du mois de mai, apparemment, une créature mystérieuse entrait les collines dans la région de Santra, c'est au Vietnam. Ben oui. Et tout ça a commencé au début du mois de mai par la découverte d'empreintes mystérieuses, des empreintes qui faisaient de 12 à 15 cm. C'est pas très gros, mais c'est des empreintes que les locaux n'ont pas arrivé à associer à aucune autre créature de la faune locale. Et à partir de là, on a enregistré des morts mystérieuses de chiens. On raconte d'ailleurs dans cette petite commune qui a à peu près 250 habitations, on a rapporté jusqu'à maintenant près de 20 chiens qui auraient
auraient été tués, certains décapités, d'autres auraient été mutilés, certains organes auraient disparu, et les locaux affirment entendre parfois la nuit des cris mystérieux dans la forêt. Jusqu'à maintenant, de cette commune-là, personne n'a vu la mystérieuse créature. Mais des communautés voisines, là, on parle de l'apparition d'une bête mystérieuse, à peine plus grande comme un chien. On la décrit qu'elle ressemble un peu à un chien. Elle court très rapidement. Elle a une fourrure sombre avec des taches blanches et des rayures jaunes. Je pense que j'ai eu un chien qui ressemble à ça. Attends, une fourrure sombre avec des taches blanches. Et des rayures jaunes. C'est bien laid. Ah ouais. C'est comme un pitbull. Ah ouais, c'est ça je te dis. Regarde bien les courriels. Et jusqu'à maintenant, on raconte qu'une quinzaine de personnes des communautés voisines auraient été attaquées en forêt par cette mystérieuse créature. La créature se serait ruée sur elles. Ces gens-là, heureusement, ne sont pas morts de ces attaques, mais elles ont survécu et ont pu décrire donc cette mystérieuse créature que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à associer à aucun autre animal vivant dans les bois avoisinants. Les autorités ont été saisies de l'affaire et on se demande d'où sort cette bête mystérieuse. Et évidemment, les spéculations vont bon train. On parle d'une créature qui aurait pu être modifiée de façon génétique. D'autres parlent même de l'apparition d'une forme asiatique du mystérieux et énigmatique Chupacabra. Le nom a été lancé. Mais là, c'est pas un vrai Chupacabra, là. Toi, tu présumes que, mais c'est la rumeur, c'est la rumeur locale. Donc, c'est une créature, donc, mystérieuse. C'est même en Asie. Oh, oui, c'est même en Asie. Donc, parce que tu nous as parlé, la semaine dernière, ici, là, à Rochester, dans l'État de Rochester, il aurait été observé, une créature. En fait, le Chupacabra, c'est assez amusant parce que lorsque la créature apparaît au début des années 90, on parle d'une créature qui ressemble un peu à une gargouille. C'est un mélange de gargouille et de kangourou, avec des épines sur le dos, tout ça. Donc, c'est une créature un peu monstrueuse. Et puis, soudain, depuis les années 90, le Chupacabra est devenu une sorte d'étiquette à toutes les créatures mystérieuses, quelle que soit leur forme, quel que soit leur aspect, qui apparaissent à gauche et à droite. Ça va devenir une insulte. Toi, mon maudit Chupacabra, quelqu'un de lettre, là, avec du poil partout. C'est un Chupacabra. C'est un Chupacabra. Donc, c'est devenu un peu une étiquette comme ça qu'on associe. C'est un peu d'ailleurs comme les ovnis, hein. Je disais souvent, les ovnis, c'est un peu maintenant un fourre-tout. Tous les phénomènes mystérieux que l'on voit, qu'on observe, on accuse les extraterrestres d'être derrière ça. Ça va de l'assassinat de JFK au cercle céréalier. Fouille un peu et tu vas trouver que les extraterrestres ne sont jamais très loin. Bon, qu'est-ce que tu fais cet été, toi? Ben moi, cet été, je dois travailler à la saison 2 de Dossier Mystère pour Canal D. Bon, ben on va suivre ça. Merci, merci Christian Page pour cette saison énigmatique. On va sûrement se revoir au mois d'août quand on va reprendre tout ça. Merci Christian, merci à toute l'équipe, merci à vous d'avoir été là. On refait ça demain dès midi. Au revoir.